Alors, je voudrais qu'on entende le témoignage de Yann Aubé, Celtifarm. Alors, merci d'être venu ce soir, parce que je crois que c'est la première fois que vous venez aussi à la cantine. Enfin, les deux autres aussi, hein. Oui, c'est la première fois. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Qui est Celtifarm? Je ne sais pas si tout le monde connaît forcément ici, parce que dans nos univers télécom, informatique, on vous identifie pas nécessairement. Et pour cause, peut-être. Ouais. Alors, on travaille dans le secteur de la santé. Et aujourd'hui, on a un panel de 3000 officines qui permet de suivre la consommation des médicaments des Français en ville. Et on fournit des analyses statistiques sur cette consommation aux autorités de santé qui sont l'Agence nationale de la sécurité du médicament et la HAS. Et on a un projet de travaux épidémiologiques à partir de données publiques issues des pharmacies, issues de vos feuilles de soins électroniques qui sont transmises de la pharmacie à l'assurance maladie. Quelques éléments de contexte sur le monde de la santé. Aujourd'hui, les autorités, elles pilotent à l'aveugle leur politique de santé. Elles n'ont pas de données. Il n'y a pas de données. La NSM, la HAS s'appuient uniquement sur des panels de vente de boîtes. Donc elles sont capables de voir les évolutions de boîtes, de plaquettes, de comprimés dans le temps, mais il n'y a pas de tracking dans le temps du patient et il n'y a pas d'études épidémiologiques sur l'usage en vie réelle du médicament. Donc elles pilotent vraiment leur politique à l'aveugle et elles utilisent des panels parfois qui sont biaisés, erronés. D'ailleurs, Mediator a été maintenu sur le marché alors qu'il était enlevé du marché dans d'autres pays à cause de données d'une société américaine, IMS, leader avec une part de marché mondiale de plus de 80%, dont les chiffres étaient biaisés et erronés. Donc c'est ça la réalité du marché aujourd'hui dans le domaine de la santé. Pourtant, il y a des données publiques existent et c'est l'assurance maladie qui détient une base de données où il y a l'ensemble de votre feuille de soins électroniques, mais personne aujourd'hui n'y a accès à ces données. Même les autorités, même les chercheurs ont des difficultés pour obtenir de l'information. Il faut imaginer que vous êtes chercheur épidémiologiste, vous faites une demande à l'assurance maladie de données pour pouvoir mener une étude sur un médicament. On va vous fournir les données entre 12 et 24 mois après votre demande. Et les données vont dater d'il y a 3-4 ans. C'est tout bonnement inadmissible. Alors, ils donnent accès à une base de données qui s'appelle le SNIRAM, d'accord, mais c'est pas de la donnée brute, c'est de la donnée retraitée, et derrière, on n'a pas accès aux méthodes d'agrégation des données, et il y a des biais d'analyse, il y a des biais méthodologiques qui existent. Alors, Celtifarm, nous, on a développé un dispositif qui permet de traiter en temps réel les feuilles de soins qui sont transmises par les pharmacies auprès de l'assurance maladie, et ça de manière complètement anonymisée, sans pouvoir remonter à l'identification du patient. L'objet du dispositif est bien sûr de faire des analyses épidémiologiques, de comprendre comment utiliser le médicament et de mettre en place des indicateurs, des alerteurs pour dire attention, sur ce médicament, il y a un mésusage, il y a un détournement de l'utilisation du médicament et pouvoir faire de la pharmacosurveillance. Ce projet, il a été autorisé par la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, le 8 septembre 2011 à l'unanimité. Et aujourd'hui, le projet est bloqué donc depuis 19 mois. Il nous manque en fait des clés de déchiffrement, mais ce n'est pas pour déchiffrer le code patient. On n'a pas l'information sur le patient, c'est anonymisé, c'est doublement anonymisé avant que ça arrive chez nous. Mais c'est pour décoder en fait les codes des médicaments. Et ça, c'est détenu par le GIE Sésame Vital. C'est un boîtier informatique. Ça coûte
15 000 €, et on n'a pas accès à ce boîtier informatique qui permettrait de voir quels sont les médicaments qui sont pris et délivrés aux Français. Alors, on a attaqué le GIE Sésame Vital, donc il se renvoie la balle entre le GIE Sésame Vital et la CNAM pour des aspects, à mon avis, de responsabilité. D'accord ? Donc, la CNAM renvoie la responsabilité au GIE Sésame Vital. Le GIE Sésame Vital dit qu'il faut un ordre du gouvernement et ce n'est pas à nous de décider là-dessus. Donc, on est bloqué depuis 19 mois pour justement traiter les données brutes issues des pharmacies, et ça en temps réel, et pouvoir faire de la pharmacosurveillance et détecter des mésusages du médicament. Et aujourd'hui, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible ? On pense que derrière, les chercheurs même le disent, il y a quelques dizaines de médiateurs encore qui existent dans cette base de données. Donc tout le monde se renvoie à la responsabilité sur l'accès à ces données. Et ils utilisent leur base de données aujourd'hui mise à jour en disant mais regardez, l'accès n'est pas si restreint que ça, il est ouvert via notre base qui s'appelle le SNIRAM, mais où derrière l'accès est compliqué, il faut en faire la demande, les données sont obsolètes une fois qu'on les a, donc c'est très compliqué. D'où l'implication de Celtifarm dans l'initiative Open Data Santé au niveau national. Voilà, donc derrière on rejoint UFC, les représentants d'usagers, les chercheurs en épidémiologie qui soutiennent notre projet et qui aimeraient aussi pouvoir bénéficier de ces données pour réaliser des études qui auraient de la valeur ajoutée en termes de santé publique. Et voilà, donc il y a un manifeste qui a été mis en ligne sur Open Data Santé. Je vous invite à y aller, à signer la pétition pour ouvrir l'accès aux données. Aujourd'hui, il y a 130 questions ouvertes qui ont été adressées à Marisol Touraine sur l'ouverture de ces données de santé, et ça bouge pas. Et c'est pas normal. Et demain, on va encore voir des nouveaux cas de Mediator arriver, vous allez entendre parler des statines, vous avez entendu parler de Diane 35, ça risque pas de s'arrêter. Et plus on attend, et plus on met en danger la santé des Français. Ok. On prendra les questions sur cet aspect-là, je pense que ça soulève pas mal de questions aussi. Tout à l'heure, Martin Duval nous a dit, dans les entreprises, en gros, il peut y avoir deux rôles, il y a une sorte de double rôle à un moment donné qui est les données que je peux réutiliser, mais les données que je peux produire aussi. Vous, Celtifarm, vous êtes aussi producteur de données. Comment vous envisagez ou pas leur remise à disposition ? On va dire un peu de la même manière que la question a été posée à Stéphane Minard, disant bon, est-ce que vous, par rapport à ça, je veux dire voilà, il y a de la demande de données, mais est-ce que vous seriez aussi dans une posture à un moment donné d'être capable aussi d'en offrir ? Voilà, je sais que la question de la donnée santé est souvent très liée à la question de l'anonymisation. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous seriez prêt à initier en matière d'ouverture ? Je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, mais notre objectif, ce n'est pas de refournir de la donnée. C'est d'apporter une couche de valeur ajoutée par-dessus et une méthodologie. C'est surtout ça qui est hyper important. Derrière, il faut qu'il y ait la méthodologie qui amène à un résultat. Et ce résultat est fiable parce que derrière, la méthodologie est fiable et parce que derrière, on a la bonne donnée brute. Pour illustrer mon propos, aujourd'hui, l'assurance maladie, il regarde en février 2013 combien il s'est vendu de contraceptifs versus février 2012. D'accord ? Et ils disent, tiens, il y a plus 5% d'évolution du nombre de boîtes ou du nombre de plaquettes. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Mais en fait, ils ne regardent même pas que février 2013 versus février 2012, c'est pas le même nombre de jours ouvrés. Il y a plus de lundis sur tel mois. Donc sur tel mois, il faut prendre le lundi, c'est une journée particulière, c'est une demi-journée de travailler. Donc il y a plein de choses. C'est un exemple hyper simple, mais il n'y a pas cette culture de l'analyse des données. Et donc derrière, si on lit de la donnée un peu bêtement ou si on fait des analyses sans apporter de la méthode, on risque de prendre des mauvaises décisions. Et dans le cas de la santé publique,
on ne peut pas se permettre de prendre de mauvaises décisions. Donc nous, bien sûr, c'est de capter la donnée brute, la traiter en temps réel, parce qu'aujourd'hui, le temps réel, c'est possible. Hein, c'est pas un point, il n'y a pas de point technique sur l'aspect temps réel. Et derrière, d'avoir une forte compétence en analyse et en lecture de la donnée. Parce qu'aujourd'hui, les autorités n'ont pas cette culture de la donnée ou de l'analyse de la donnée. Très bien. Merci. Tu voulais compléter? Comme ça, vous préparez vos questions. Enfin, j'avais une réflexion, parce que j'avais moi aussi animé une table ronde à l'European Data Week, je crois que c'était à Nantes, et il y avait justement ce sujet des entreprises. J'avais posé la question, selon vous, quel est le premier type de données qu'une entreprise devrait envisager d'ouvrir? Et j'avais eu quelqu'un qui avait fait la remarque, c'est la supply chain, quoi. J'avais trouvé ça super intéressant, avec justement tout ce qu'on vient de vivre sur Indus et autres. Et du coup, ça me fait faire le lien avec aussi l'enjeu sociétal. Et je pense qu'il va y avoir un lien qui va s'accélérer. Enfin, l'enjeu de l'open data entreprise va s'accélérer avec la montée en puissance de choses comme l'ISO 26000. Qui est donc une norme aujourd'hui qu'on découvre, qui est jeune, qui est pour l'instant une norme dite de comportement et pas une norme certifiante encore, mais qui voilà, pousse les entreprises à se dire qu'est-ce qu'on fait dans le domaine du développement durable, de l'innovation sociétale. Et je pense qu'avec cette double pression, il va y avoir aussi le sujet de l'open data, parce qu'il faut que j'implique mon écosystème de parties prenantes de l'entreprise et la mesure d'impact sur cet écosystème. Et peut-être ça va jouer un rôle accélérateur aussi sur des démarches d'open data, mais par l'angle responsabilité sociale d'entreprise, ISO 26000, qui vont venir aussi être des forces de traction et qui vont accélérer la dynamique. Voilà. Tout à fait. François, un commentaire? On va prendre des questions dans la salle aussi. Je voulais juste savoir si on ne pouvait pas craquer le code, machin. Qui génère les codes des médicaments? C'est le GUE Sésame Vital, mais on peut le craquer en fait dans tous les lecteurs. Il y a ce code. Et donc c'est pas un point du tout de sécurité, parce qu'il y a 400 000 lecteurs sur le marché. Pourquoi on ne craque pas? Non, on fait un vote qui est pour craquer le code. C'est tout. Ça va être dur. Hein. Non, mais les autres, ils ont une vie de famille, donc si tu veux, ils veulent pas non plus passer quelques années à l'ombre. Sur des questions comme ça d'ouverture, je vais rappeler par exemple qu'Aaron Swartz s'est suicidé il n'y a pas si longtemps. C'est quand même une des personnes qui a essayé de libérer énormément de données. Et la justice américaine, en réponse, lui a collé des procès, il s'est retrouvé ruiné. Enfin, c'est un gamin, un petit génie qui a 14 ans, fait des technologies qu'on utilise aujourd'hui, qui se suicide parce que la justice le met au fond du trou. Et le risque de craquer ce genre de code, c'est pas la technique, c'est tout ce qui va derrière. Et si on n'améliore pas les lois, si on ne transforme pas la société sur ces choses-là, ça ne sert à rien. C'est joli, mais c'est trop risqué. Bon, ça nous embarque sur une discussion sur le copyleft et autres. Mais... Non, mais même sur l'élévation de données, même sur les troubles critiques, aujourd'hui, il n'y a pas un cadre légal favorable à ça. Aujourd'hui, c'est s'engager personnellement sur une voie dont tous les exemples aujourd'hui nous montrent quand même que ce n'est pas super agréable à vivre. Et je comprends que les gens aient pas envie. Après, je ne vais pas faire le service après-vente d'Etalab qui n'a pas voulu venir ce soir, mais je sais qu'il y a quand même une réflexion autour de ça, c'est-à-dire autour, en tout cas, de l'idée de dire il y a des éléments dans les données aujourd'hui qui ne sont pas traités dans la loi et qui ont un fort impact sociétal. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu en fais? Enfin, je peux donner un autre exemple qui illustre autrement, mais on avait déjà travaillé avec François sur la problématique du marché locatif aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des lois sur le blocage des loyers dans un certain nombre de villes de France, notamment à Rennes d'ailleurs. Et pour faire ça, ça veut dire qu'on est capable d'avoir une vision assez précise d'un loyer. Or, un loyer, c'est pas simplement 3 pièces et un prix. C'est 3 pièces à un endroit donné, avec un descriptif, avec un niveau de confort et compagnie et compagnie. Voilà. Et en fait, les seuls à avoir une base à peu près complète et temps réel de la réalité du marché, c'est seloger.com. Voilà, qui voit passer à peu près 60% du volume des transactions. Donc ça posait la question de dire, voilà, j'ai là un acteur privé qui détient une donnée qui est, pour le coup, je ne sais pas si elle est d'intérêt général, mais en tout cas, elle correspond au pilotage d'une politique globale, et l'acteur public ne la détient pas.
Voilà. Donc après, il y a toute la question que ça pose de que fait-on avec ça. Hein, mais... Je vais donner le micro parce que vous ne parlez pas très fort. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais je suis habitué. J'ai cru lire en fait qu'en Angleterre, ils avaient ouvert les données non seulement des pharmacies, des prescriptions des médecins, et qu'on était capable de faire en fait un recoupement en disant tel médecin dans tel secteur géographique a une surprescription de tel médicament, et donc que ça permettait justement aux autorités de traquer un petit peu les abus dans ces domaines-là. Est-ce que c'est vers ça que vous souhaitez aller en fait, jusqu'à ce grain en fait? Exactement. Aujourd'hui, la surconsommation française, c'est 10 milliards d'euros. Et la surprescription, c'est des milliers de morts à cause de iatrogénie, d'interactions médicamenteuses. Il y a 400 000 patients âgés de plus de 70 ans par jour qui ressortent avec une ordonnance avec plus de 10 médicaments. Sachant que vous demandez à n'importe quel médecin, au-delà de 5, quelles sont les interactions médicamenteuses, ils ne savent pas répondre. Donc, ouais, mais les logiciels, c'est 4-5 médicaments, au-delà de 5 médicaments, et je vous dis que tous les jours, il y a 400 000 patients âgés de plus de 70 ans qui ressortent avec plus de 10 médicaments de l'officine. Et là-dessus, ils comprennent pas toutes les interactions. Donc, ouais, il faut aller jusque-là. Il y a une économie à faire. Il y a tout un système de soins à rendre plus efficient. Donc, c'est 36 milliards le médicament, 10 milliards de surconsommation. Et après, est-ce que les 26, ils sont affectés au bon endroit, aux bons patients, aux bons médicaments? Donc après, il y a tout ce travail. Alors je vais peut-être compléter aussi sur l'exemple anglais, puisque ça va assez loin, puisque effectivement l'équipe du gouvernement anglais qui gère data.gov.uk a ouvert tout un jeu de données sur les prescriptions, sur 2 classes de produits. Ça a donné lieu à une réutilisation par un projet de start-up qui était suffisamment intéressant pour que l'Open Data Institute, qui est en gros la structure d'incubation qui dépend du gouvernement britannique, les finance. Donc ils sont aujourd'hui incubés à Londres dans les locaux de l'ODI avec un modèle économique et justement d'aller revendre cette expertise au NHS. Quoi. Donc c'est assez surprenant le modèle qui est en train de se... Voilà. Tout à fait, c'est de faire utiliser par des tiers des données mises à disposition. Oui. Oui, bah c'est certain, les données de santé, on a vraiment du mal à les trouver. Il semble quand même que... Donc j'ai un petit commentaire et une question derrière. Vous avez mentionné que c'était beaucoup un problème de responsabilité. Je pense qu'effectivement, c'est la raison principale de la difficulté de l'ouverture des données de santé. Il y a un autre exemple qu'on aurait pu citer, c'est les pharmacies de garde. En fait, dans la réalité, c'est compliqué d'ouvrir les données de pharmacies de garde, car les professionnels dans les officines, me semble-t-il, des fois se passent les gardes. Donc, si on affiche publiquement qu'une garde est à tel endroit, de telle heure à telle heure, tel jour, etc., et qu'en fait, dans la réalité, sur un territoire français, c'est la pharmacie de 3 rues plus loin qui a cette garde, qui a pris cette garde, ça peut poser des problèmes aux professionnels. Donc, c'est une des raisons qu'on m'avait donné sur la difficulté de mettre à disposition ce type de données. Là, c'est pour le commentaire. Après, comment vous faites pour récupérer les données des officines? Aujourd'hui, vous passez par des regroupements, GIFAR, Alors, des choses comme ça? Aujourd'hui, 2 choses. Aujourd'hui, on a un panel pour suivre les ventes de médicaments dans 3000 officines sur les 22 400 officines françaises. Mais ça permet de suivre la vente, ça ne permet pas de traquer le patient et de faire des vrais travaux épidémiologiques. Dans le projet, en fait, les feuilles de soins sont transmises à un concentrateur de données qui ensuite, après, dispatche la feuille de soins à l'assurance maladie obligatoire et aux différentes complémentaires. Et en fait, on demanderait à l'OCT, au concentrateur, de renvoyer l'information chez nous, déjà anonymisée au niveau du patient.
D'autres questions? Moi, sur les pharmacies de garde, j'étais hier à la remise des prix du hackathon Île-de-France. Il y avait Henri Verdi au jury. On a discuté justement de ce fichier-là. Il m'a dit que c'est parce qu'il y avait quelqu'un au ministère de la Santé qui, un jour, avait dit que si on publiait les données des pharmacies de garde, il y aurait des assauts de junkies dans les pharmacies de garde. Enfin, qu'il y avait un enjeu de sécurité autour de ça. Ce qui est assez intéressant, ça veut dire qu'ils ne lisent pas Ouest France, puisqu'il y a la liste des... Mais il y a Réseau Garde, hein, en fait, il y a déjà, voilà. hein, en fait, sur Internet, vous avez accès. Hein. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord. Sur Ouest France, vous allez trouver le numéro surtaxé pour trouver la pharmacie de garde, qui bien souvent, après 19h, va vous renvoyer de toute façon au commissariat. Mais ceci dit, des assauts de junkies sur le commissariat, c'est plus rare. Dernière question? Avant-dernière? Oui? Un complément. Ça me fait, oui, un complément. Du coup, je me dis, pourquoi, si ces données sont si compliquées à voir, ne réussissons-nous pas à passer par le crowdsourcing de ces données? Je pense que peut-être d'une manière locale, commencer par récupérer sur des territoires plus restreints les données manquantes. Je pense au collectif Open Data Rennes qui peut-être aurait intérêt à mettre ça au débat dans une prochaine réunion sur comment on peut récupérer au niveau local les données de santé, d'économie de la santé, pas forcément, hein, on ne parle pas de données personnelles, mais d'économie de la santé et d'information santé. Voilà, bon. Alors, il y a la réponse du collectif Open Data Rennes, qui sont sur plein d'autres projets aussi, mais il vient de nous raconter ça une autre fois. Une dernière question? Un commentaire? Non? Alors vous êtes invités, merci déjà à nos 4 intervenants. Et puis 20h14, on avait dit 20h15 pour le cocktail, donc on est plutôt pas mal. Merci beaucoup. Donc le cocktail nous est offert par Westmarché. Merci à eux. Et donc tout ça a été mis en vidéo. Je crois qu'elle sera réaccessible derrière. Voilà. Il y a une URL. On ne connaît pas l'URL. Ils connaissent l'URL? Oui. Alors vous voulez nous la donner? Il va nous la donner. Il me semble que ça sera sur le site westmarché.com. D'accord. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Donc vous irez là-dessus. Et sinon, on fera aussi un lien pour vous y pointer vers le site de la cantine numérique rennaise. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, le cocktail, c'est juste ici.